qui a poussé cette idée-là cette semaine, Patrice, c'est que, je ne sais pas si tu as remarqué depuis quelques années, là, à peu près 5 ans, on a un début d'été avec une période très orageuse, très marquée, puis une fin d'été avec une période orageuse très marquée. Avant, c'était pas tant. À cette heure, on l'a, c'est marqué au couteau. Paf, on a des orages pendant 2 semaines, puis après ça, ça se tasse. Et cette période-là est prévue pour commencer comme là. OK? On commence notre... On est décalé d'à peu près une semaine ou deux que les États-Unis et notre période commence. Et je suis une passionnée de météorologie, donc j'adore le sujet. Fait que j'ai dit, bon, ben faisons profiter de ce que j'ai appris aux autres. Évidemment, disclaimer, Patrice. Nous ne sommes pas des professionnels. Non. Nous ne détenons pas la vérité. Ce que vous allez apprendre ce soir ne fera pas de vous un météorologue, ne vous rendra pas non plus connaissant au plus que tous les autres et ne vous épargnera pas la possibilité de faire des erreurs qui pourraient vous en coûter la vie. Nous espérons que vous notifiez bien ce que je suis en train de vous dire parce que ce que vous allez apprendre n'est pas garanti de vous sauver la vie. Il est là que pour vous aider. C'est fait. Et surtout, pour vous divertir. Oui, ça fait 3 jours qu'on a des veilles d'orage en Abitibi. Et pour faire intro, v'là, en 2022, on a vécu un phénomène qui ne s'est pas produit souvent au Québec qu'on appelle un derecho. Un derecho, c'est une ligne d'orage en forme d'arc qui survit pendant des heures et des heures et qui comprend des fronts violents au devant de cet orage-là. Patrice, moi, j'ai des arbres qui ont arraché chez nous. J'ai eu pour plusieurs jours de panne électrique. Alors, c'est l'introduction à ce que nous allons parler. Alors, play. Alors, on s'en rappelle. Alors, vous comprendrez que des événements violents comme on a vécu en 2022, on va en vivre de plus en plus. Donc, d'être capable de lire un peu les éléments, les outils météo qui sont à notre portée peuvent nous aider à prendre des choix plus éclairés, à décider si on reste, si on part, si on rentre, ces choses-là. Donc, c'est un peu l'objectif ce soir. Et ça m'est venu aussi d'une nouvelle que Patrice et moi, on a vu passer cette semaine, qui est une annonce par Radio-Canada comme quoi que le réseau canadien des radars météo est maintenant complété. Il y a 33 radars au Canada qui ont été mis à jour, qui ont été changés. On avait des vieux radars. Le premier, le deuxième qui a été mis à jour, c'est le radar de Blainville, là, qui est le plus près de chez moi. Et ce qu'on va voir, c'est un petit reportage qui décrit un peu cette chose-là. Alors, voici les 33 radars canadiens. Vous comprendrez qu'ils sont situés largement où il y a de la population, donc c'est pas utile d'aller mettre ça dans les territoires du Nord-Ouest. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Il y en a dans des comme à Fort McMurray en haut, il y en a d'autres qui sont des radars mobiles ou des radars pour des villes très, très précises, mais qui ne feront pas partie du réseau de radars. Quand vous regardez une carte dans laquelle il y a une image radar, on dit qu'elle est composite parce que justement, on se sert de tous les images radars et on les coud ensemble pour en faire une image globale. Donc, c'est pour ça que ça arrive. Là, c'est l'image de chacun des radars. Et avant, on avait des radars Doppler à bande C. Et là, on est rendu à des radars Doppler à bande S. Le modèle, c'est le Meteor 1700S qui est fabriqué par la société Leonardo. Donc, c'est un modèle très, très, très récent qui a une portée qui va jusqu'à 600 km. Là, dans la vidéo, on vous dit 300 km, mais il faut comprendre que si on augmente la portée, qu'on s'en va à la portée maximale, on perd en résolution. Donc, on fait des choix en termes de couverture, en termes de puissance de watts, parce que plus on y envoie de la puissance, plus la portée est grande. Donc, on n'est pas obligé d'aller à la portée maximale.
C'est un radar que, quand il est à portée maximale, il consomme 1000 kilowatts. OK? C'est quand même pas Oui. si mal, ça se gère. C'est un radar qui fonctionne sur la bande 2700-2900 MHz, qu'on appelle la bande S, et a une phase de 0,5 degrés d'élévation entre chaque possibilité. On part, Patrice, d'une résolution qui prenait 10 minutes auparavant, Oui. OK, pour faire une rotation complète à 6 minutes. OK? Et on est en polarisation double. Donc, avant, on avait une polarisation simple. Maintenant, on a une polarisation double. Donc, on est capable de se faire un portrait 3D de l'atmosphère, ce qui n'était pas tout à fait le cas auparavant. Donc, quand il dit on est passé d'une télé HD à une télé 4K, on est passé de plus ou moins 100 quelques kilomètres de portée à 300 avec une résolution 4K. Donc, ça fait une énorme différence en termes de capacité de prévision puis d'intervention sur le terrain. Et c'est pas étranger à la raison pour laquelle on teste depuis quelques années le nouveau système d'alerte d'urgence, Oui. parce qu'on sait qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Et la société qui est en charge du système d'alerte d'urgence, c'est Pelmorex, qui est la société à qui appartient Météo Média. Est-ce que tu as une idée du coût de ces radars-là unitaires? Non, j'ai pas Non? d'idée, mais c'est dans les millions. Là, Oui, c'est clair. j'imagine. Là, c'est un gros projet. Là. Ouais. Ouais. Fait que voici à quoi peut ressembler une polarisation double. Vous comprenez qu'en faisant une polarisation dual polarization, ça permet d'aller détecter la grosseur de la précipitation. Donc, si j'ai de la neige ou de la grêle, ben, je peux, dans un même mouvement de balayage, au lieu de faire 2 balayages pour arriver au même résultat, dans un même mouvement, donc en 2 fois moins de temps, j'arrive à catégoriser ou caractériser la grosseur de l'élément que je scanne ou l'écho que je renvoie. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? On a tous déjà vu ces images-là, Patrice, j'imagine. C'est quelque chose que tu as déjà vu quelque part, mais que tu n'as probablement aucune idée qu'est-ce que c'est, à part peut-être l'image centrale. Oui, c'est ça. Les codes de couleurs qu'on voit en météo là, sur. Exact. Fait qu'on va faire le tour de ça. On va démystifier ces 3 produits-là, qui sont 3 produits, je vous dirais, de base en météorologie au niveau des radars, que une personne comme toi et moi peut avoir via une application aussi simple que Radarscope, que vous pouvez télécharger pour ordi, PC, tablette, ces choses-là. Radarscope coûte 14-15 $ par mois. C'est une application professionnelle. Les chasseurs de tornades, les météorologues utilisent cette application-là. Il y en a d'autres, là, beaucoup plus avancées, qui donnent un paquet d'autres outils, mais elle est très avancée. On va en parler en dernier. Alors, voici un peu quelques produits météo. On a à gauche la vision qu'on est à peu près habitué de voir, qu'on appelle la réflectivité. On a la deuxième à droite qui est la vélocité. On va toutes les définir. On a le coefficient de corrélation puis le coefficient de corrélation inversé. On ne va pas tant parler du coefficient de corrélation inversé parce que c'est un autre produit qui est très, très de niche. Mais on va parler des 3 premiers. Puis avec les 3 qu'on va parler, vous allez être à peu près capable de les comprendre puis de les utiliser. Mais avant, il faut comprendre, Patrice, comment fonctionne un radar. Qu'est-ce que ça sert? Comment ça marche? Ben, les radars, évidemment, ça a été développé dans les années 50 pour la guerre, 40-50, pour détecter les avions ennemis, les choses du genre. Et ils se sont rendus compte que ils avaient des échos dans des événements météo intenses. Et ça a parti le développement des radars météo par la bande. Parce que quand on envoie un écho devant, s'il n'y a rien entre moi et ce qui est devant moi, je n'ai pas de retour. Mais si je frappe de la pluie, un nuage, de la neige, ces choses-là, je vais me retrouver avec un écho, un reflet de l'onde que j'ai envoyée. Et avec plein de systèmes de mesure, on arrive à déterminer des paramètres, des choses en fonction de ce qu'on envoie. Le premier élément, Patrice, c'est la réflectivité. C'est la couche météo qu'à peu près monsieur, madame, tout le monde voit tous les jours dans leur application météo quand vous appuyez sur radar. Ça le dit, c'est de la réflectivité. Donc, ça reflète l'intensité
des précipitations en face du faisceau de balayage. Mais là, Patrice, faisons attention. Intensité de précipitation n'égale pas nécessairement temps violent. Non. Parfois oui, parfois non. Comme on voit dans cette image-là, généralement, les teintes rosées mauves dans un système, c'est significatif qu'il y a de la grêle. Mm-hmm. OK? Mais ça, un système comme ça ne veut pas dire nécessairement que c'est violent. Ça t'informe seulement que dans la partie rouge, il pleut à boire debout. Oui. OK? Puis dans la partie jaune, il pleut pas pire. Puis dans la partie verte, ben, c'est une petite pluie d'après-midi. Là. OK? Fait que le fait de voir du rouge ne veut pas dire orage. La preuve, on le voit ici dans cette image en réflectivité. À gauche, Patrice, on a des petits éclairs qu'on ne voit pas super bien, là, mais des petits éclairs blancs en bas à gauche. Là. Ouais. Et à droite, dans la partie en haut à droite, il n'y en a pas. Donc, tu sais, à droite, en haut, il pleut très fort. Et, par contre, à gauche, il y a de l'orage. Donc, ce n'est pas symptomatique de la violence de ce qui se passe. C'est juste symptomatique. C'est un reflet, la réflectivité de l'intensité des précipitations. Puis ça ne te dit pas non plus, Patrice, est-ce que c'est de la neige? Est-ce que c'est de la grêle? Ça le dit à un certain moment donné, on va le voir plus loin, mais c'est pas indicatif à lui tout seul. Donc, ça prend d'autres produits pour être capable d'aller plus loin. Les 3 produits qu'on va se servir dans une application météo légèrement avancée, ce sont la réflectivité, comme on vient de parler, c'est-à-dire l'intensité des précipitations, la vélocité, donc à quelle vitesse se déplacent les précipitations dans ce qu'on mesure, et les coefficients de corrélation. On va déterminer ce que chacun de ces 3 produits-là veulent dire. On va déterminer à quoi ils servent, puis qu'est-ce qu'on peut en tirer quand on essaie de les comprendre. Vélocité, Patrice, ça le dit. Ça mesure la vitesse et la direction des particules, des précipitations dans le mouvement météo devant toi. OK? Ça ne t'indique pas si c'est violent ou pas violent. Ça te donne juste une idée de la vitesse. Et pour t'indiquer la vitesse, Patrice, on utilise 2 couleurs. Le vert et le rouge. C'est tout. Il n'y a pas d'autres couleurs. Et pour comprendre la vitesse, il faut comprendre un peu le principe. Quand l'écho-radar se rebondit sur le nuage, sur la précipitation, sur l'orage, il y a l'effet Doppler. Vous savez, quand vous écoutez une ambulance passer à côté de vous, le son devient de plus en plus fort et grave. Et quand il s'éloigne de vous, il devient de plus en plus aigu. Excusez-moi, c'est contraire. Il devient de plus en plus aigu en approchant vers vous. Et quand il s'éloigne de vous, le son devient de plus en plus grave. On dit qu'on a un red shift, donc un décalage vers le rouge. On utilise ça en astronomie. C'est un effet de Doppler. Le même principe s'applique avec le produit vélocité. C'est-à-dire que si les particules de la précipitation s'approchent du radar, le radar est heureux et c'est vert. Ouais. Okay? Et si les particules de précipitation s'éloignent de toi, du radar, et il n'est pas content, c'est rouge. OK? Il s'éloigne, pas bon, rouge. Un petit truc pour s'en rappeler. Et on est capable, Patrice, de déterminer la vitesse de ces particules-là. Donc, on comprendra, Patrice, que c'est vert très pâle si c'est pas vite, puis c'est vert de plus en plus wow, de plus en plus presque blanc si la vitesse de rapprochement vers le radar est intense, puis dans le même autre sens, ça s'éloigne de manière de plus en plus rapidement du radar, ben plus ça s'éloigne rapidement, plus ça va être rouge vif, presque blanc. Ça va? Je ne perds pas personne, Patrice? Non, c'est bon. Parfait. Alors, on a ici 2 images côte à côte du même phénomène, une en réflectivité qu'on est habitué de voir, et celle de droite en vélocité. Pour comprendre la vélocité, Patrice, c'est hyper important de toujours chercher à déterminer il est où le radar. Oui.
OK? Parce que tu as besoin de te positionner. Rappelle-toi, la couleur vert se rapproche du radar, rouge s'éloigne du radar. Donc, il faut que tu saches il est où pour être capable de déterminer les couleurs. Donc, je l'ai positionné dans l'image. Il est en haut à droite, là, l'espèce de rond bleu. Donc, tu comprends que la partie de gauche dans l'image de droite, c'est du vent qui s'approche du radar. C'est des particules de précipitation qui s'approchent du radar. Puis la partie de droite, en rouge, s'éloigne du radar. Donc, on a un phénomène de convergence. Les deux éléments convergent vers un front du milieu. Et on peut, sans trop se tromper, Patrice, je ne sais pas si tu arrives à voir ma souris, mais ici, tu vois ma souris, hein? Oh oui. Ici, ben, on peut, sans trop se tromper, dire qu'il y a de la grêle. Sur Washington. OK? Puis on peut aussi, sans trop se tromper, déterminer que c'est assez violent dans ce coin-là. Oui. OK? On va voir pourquoi. Voici une animation d'à peu près la même chose. OK? On voit que le vert, quand il passe le point noir là, qu'on voit ici, là, c'est le radar. Observez bien, quand on passe le radar, le vert devient rouge parce que soudainement, il s'éloigne. Oui, c'est ça. C'est bon? Alors, ce qu'il faut chercher à voir, qu'est-ce qui a tendance à être assez violent dans un orage, Patrice, c'est ce qu'on appelle des échos en arc, ou en anglais, ils appellent ça des echo bows. OK? Donc, un orage qui va présenter un potentiel de vent violent ou un potentiel qui est possible d'avoir de la grêle, ces choses-là, va toujours présenter une espèce de courbe en arc. Donc, quand tu vois un orage se développer, que tu vois un arc, qu'on appelle un écho en arc, se développer, tu peux presque toujours, Patrice, dire que cet orage-là va être violent. Et évidemment, il va être particulièrement violent au devant, où ce que le vent va être excessivement violent au devant. Puis, il va être alimenté par l'arrière. Donc, tout ce qui est le phénomène d'entrée dans le système va venir de l'arrière, va venir se combler par l'arrière. Ça fait du sens ce que je te dis là? Oui. Parfait. Prochaine étape, on voit ici les déréchios, qui sont des orages en arc, mais qui vont survivre pendant des heures. Donc, c'est des systèmes hyper complexes qui vont grossir et qui vont faire énormément de dommages sur leur passage. C'est quelque chose qu'on a vécu, comme je l'ai dit, en 2022. Et voici un peu le développement d'un déréchio en arc ici. Regardez, c'est assez violent. Ben, tout ce qui s'est passé au-devant de cette tempête-là, c'est des vents très, très, très droits. Là. C'est pas nécessairement, ça veut pas dire que ça développe des tornades, mais ça peut développer des vents hyper violents qui peuvent arracher des arbres, faire tomber des lignes, faire plein de dommages aux propriétés. Ça, c'est le déréchio de Montréal. On voit les alertes qui apparaissent sur la carte. Donc, ce qu'il faut chercher, Patrice, pour savoir si on a peut-être un TVS, Tornado Vortex Signature. Un TVS, ça ne veut pas dire qu'il y a une tornade. Mais il y a ça toutes veut dire les... qu'on a... Ouais. On a, tu sais, il peut faire un petit, puis ce petit-là, ça peut être une tornade. C'est ça. OK? Et ce qu'il faut chercher dans un écho-radar, c'est ce qu'on appelle un doublet vert-rouge. Voici un doublet vert-rouge dans une... Je vous ai dit qu'on parlait, on était rendu à la vélocité. Donc, où se trouve, d'après toi, Patrice, le radar? Ben, techniquement, le radar en rouge, c'est ce qui s'en va du radar. Donc, Non. non? Ouais, c'est donc le radar est par là, en bas. Ouais.
OK? Parce qu'on voit comme des lignes toutes dans ce sens-là. Oui, oui. Donc, le radar est comme en bas. Rappelez-vous du petit truc mémotechnique. Rouge à droite, right, red, green à gauche. Donc, si vous voyez dans un outil de vélocité un doublé vert rouge, donc vous avez un vent qui approche le radar avec un vent qui s'éloigne du radar, on appelle ça un doublé vert rouge. Oui, 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 oui. OK? Ça, là, c'est symptomatique de quelque chose qui est en rotation. Et en Amérique du Nord, dans l'hémisphère nord, on a ce qu'on appelle l'effet cyclonique. Tout tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce qui est le Fait que la contraire. plupart... Hein? Ce qui est le contraire en Australie ou... Exact. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des tornades qui virent dans l'autre sens. Non, là, non. mais 99% sont dans ce sens-là. Oui, oui. Okay? Fait que si vous voyez un doublet vert rouge dans un orage, que vous avez un effet d'arc, que vous avez une certaine violence, il y a de fortes chances que vous puissiez avoir affaire à quelque chose qui est susceptible de faire naître une tornade. Et rappelez-vous, on doit toujours se demander, elle est où la station radar? Puis, right red, est-ce que le rouge est à droite? Est-ce que le vert est à gauche? Pour déterminer le sens de rotation. Et là, si vous avez un couplet vert rouge, vous avez quelque chose qui est rotatif. On a un autre exemple ici. On a le radar. Red, right. Green. Donc, on a un couplet, un duo, un couplet duo vélocité. Donc, un couplet vert rouge. Le petit truc mémotechnique. Rouge à droite, vert à gauche. On a un couplet qui est en train de se former. Puis si vous regardez, Patrice, là, si tu regardes, là, l'intensité au centre, elle est très rouge pâle, très vert pâle. Qu'est-ce que c'est capable de te dire, ça, Patrice? Bon, ça veut dire qu'il peut y avoir un effet de succion? Ça veut dire qu'au centre, la vitesse est plus grande qu'à l'extérieur. OK. Donc, ici, ça tourne plus vite que là. Oui, oui. Parce que, rappelez-vous, plus c'est intense, plus on va se rapprocher du vert très, très, très presque blanc. Puis plus c'est intense dans le rouge, plus ça va se rappeler du rouge presque blanc. Donc, plus le couplet est serré, plus il est lumineux, plus on va dire qu'il y a de l'intensité dans ce couple-là et plus il y a de chances potentielles qu'on ait affaire à une tornade ou à quelque chose qui ressemble à ça. Oui, oui. Les ondes mauves que vous pouvez voir dans ce qu'on appelle la vélocité sont des ondes où le radar est aveugle, où il n'y a pas de données. Donc, si vous voyez des bandes mauves à un moment donné, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infos. Autre exemple de couplet vert rouge. Donc, on a en haut, on se positionne, on se met sur le radar. Est-ce que le rouge est à droite? Oui. Le vert est à gauche. En bas, on se positionne le radar. Est-ce que le rouge est à droite? Le vert est à gauche? Oui. On a deux couplets typiques vert-rouge, donc potentiel de rotation, potentiel de quelque chose. Puis, comme je vous dis, cet outil-là, tout seul, ne dit pas qu'il y a une tornade, mais c'est avec les deux, la réflectivité et l'outil de vélocité, on est capable d'approcher de « Oh, il y a peut-être quelque chose qui se passe là. » Oui. Ici, on a ce qu'on appelle, Patrice, le phénomène de divergence-convergence. Okay? Ça peut représenter des vents très violents, mais ça ne sera pas un système qui est en rotation et ça ne sera pas une tornade. Rappelle-toi, on se positionne toujours au radar. Et là, tu as un phénomène où le rouge s'éloigne de toi, puis le vert se rapproche de toi. Donc, on a deux mouvements d'air qui convergent un vers l'autre. Donc, on n'a pas de phénomène rotatoire. Pourquoi, Patrice? Parce que le rouge n'est pas à droite. Oui. Même chose ici, expliqué différemment. Convergence, divergence. Donc là, on a un convergent. Donc le vert se rapproche, le rouge, ça converge vers le milieu. L'autre, c'était divergent, je m'excuse. Et là, ils convergent. Donc, c'est probablement de l'air qui est en train de créer un système qui est peut-être violent, mais qui n'est pas indicatif du tout d'une tornade. Divergent. Donc, se rapproche de la tour,
s'éloigne. Donc, c'est un phénomène où l'air passe, monte d'en haut, puis s'éloigne. Ouais. Je sais pas si tu visualises un peu les choses. Donc, ça te donne une idée un peu du système qui peut apparaître là. Autre chose à qualifier. C'était quoi la portée du radar au Canada? Ils l'ont mis à 300 km, là. Exact. L'éloignement est un facteur à considérer. Plus on est loin du radar, moins précis. Et pour un phénomène très, très simple, le radar utilise des angles à laquelle il va scanner le ciel. Et donc, plus on est loin, ben, tu comprendras que plus l'angle va être élevé. Oui. Et ça crée une espèce de cône, qui est le cône 3D d'une tempête. Donc, on a une certaine résolution qui est plus grande, plus on est près de la tour, puis moins, plus on est éloigné. Et ce phénomène-là va avoir un impact, c'est que quand tu veux mesurer une tornade et que tu es très éloigné, que tu approches de la portée de ton radar, ben ton beam, il va frapper le nuage. Et si ton nuage est en rotation, Patrice, est-ce que ça veut dire que tu as une tornade? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Donc, c'est de là qu'il faut aussi prendre en considération l'éloignement à laquelle tu observes quelque chose parce que ben, si ton beam est en train de mesurer la rotation du nuage, c'est pas tant ça qui t'intéresse parce que toi, c'est le phénomène au sol, le phénomène violent comme la tornade. Et comme ce phénomène-là se passe assez près du sol, ben, si tu es trop éloigné, tu ne seras pas capable de le voir. Mm-hmm. Évidemment. Exemple de ça tourne dans le nuage ne veut pas dire que c'est une tornade. Donc, rappelons-nous que la réflectivité, l'outil de départ, la vélocité, le deuxième outil que je viens de vous montrer, les deux donnent une idée de quelque chose de probable, mais qu'il faut quand même teinter en se disant c'est à 300 km de chez nous, ça ne veut pas dire que c'est présentement une tornade. Mm-hmm. OK? Puis tout ce que je vous montre à soir, là, ça ne se substitue pas aux alertes de professionnels de la radio, de la télé, des météorologues qui vous parlent, qui vous disent ce qui se passe. Ça, c'est juste pour vous aider à comprendre. Maintenant, Patrice, les fameux échos en crochet. Comment regarder un orage et se demander, est-ce que cet orage-là, ce système-là, est-ce qu'il a le potentiel de développer une tornade? Et pour ce faire, les chasseurs d'orages et de tempêtes cherchent des échos en crochet. Donc, on voit dans l'image ici, on a un début de bulge. Ouais, OK? ouais. On a un couplet vert rouge à droite. Donc, on a quelque chose de rotatif dans le sens cyclonique. On a un écho en crochet. On a ici probablement de la grêle. Ça vient du derrière qui vient loader au niveau de l'affaire. Donc, on a un indice qui se passe probablement quelque chose. Et dans un crochet, l'endroit le plus susceptible d'avoir une tornade, c'est dans l'espèce de fin de crochet. Okay? C'est là que la tornade va venir se positionner. L'air, qui est l'entrée, c'est tout là que tout va venir se fider au devant. Puis le derrière va servir d'alimentation. C'est tout l'orage derrière qui va venir alimenter ce phénomène-là. Donc ici, on le voit, le inflow là, qui vient à l'intérieur. Puis on a le point qui est probablement l'endroit où la tornade est, où seraient ces choses-là. Alors, on a un écho en crochet qui est très défini. La tornade est probablement ici. Donc, voyons maintenant ce que ça a l'air sur une carte réflectivité. Et on a actuellement, on est à la station météo. Rappelle-toi, Patrice, on a un couplet vert-rouge qui est très serré, mais en même temps, il est divergent-convergent. Là. Fait qu'il n'est pas encore tornade. Prochain outil, le coefficient de corrélation. Cet outil-là, avec un paquet de petits points bizarres de qu'est-ce que ça veut dire, ça sert à corréler la différence des précipitations entre eux. S'il pleut des gouttes de 2 mm, puis dans tout le nuage, il pleut des gouttes de 2 mm, on va dire que le coefficient de corrélation est très élevé parce que les particules sont toutes pareilles. Oui, oui.
Donc, la couleur va tendre à être uniforme, rouge, parce que les particules qui en font partie sont pas mal tous pareilles. Si on s'en va vers un élément violent, on va commencer à avoir des particules de différentes tailles, de la pluie plus fine, de la pluie plus grosse, ces choses-là. Donc, le coefficient de corrélation entre la taille des particules va se mettre à descendre. Donc, on ne sera plus dans un rouge uniforme, on va commencer à avoir d'autres couleurs parce que la taille entre les particules n'est plus corrélée. Et si on se retrouve avec de la grêle, de la pluie, ces choses-là, la corrélation va devenir encore plus basse parce qu'il y a une énorme différence entre chacune des particules. Maintenant, Patrice, s'il y a une tornade au sol et que tu te rappelles qu'on peut mesurer des insectes, des oiseaux et d'autres phénomènes, que pourrais-tu dire sur le coefficient de corrélation de l'étable qui est en train de revoler dans le vent, du patio de ma tante Annette qui revole dans les airs? Qu'est-ce que ça peut donner? Là, c'est clair que le radar va voir des morceaux bien plus gros que normalement. Là. Que normalement. Ouais, donc, ouais. la corrélation va devenir extrêmement basse. Ouais. Donc, on va avoir un phénomène où, si vous regardez à droite, là, on a de la grêle. Donc, la corrélation entre les particules, elle n'est plus comme là, la pluie. Donc, on a une couleur qui commence à être différente parce que la taille des particules commence à être différente. C'est un indice que ça brasse. C'est un indice que ça brasse. Tu sais, c'est le temps. Quand ton indice de corrélation drop, c'est le temps de te dire, ouais, on rentre les petits. Oui, c'est ça. Puis, tu comprends? Le on patio laisse va rien sur le l'attacher, patio en arrière, c'est ça. OK. Et le coefficient de corrélation, tu comprendras, Patrice, que quand il y a des 2x4 dans les airs, la tente Annette, le bicycle, le gazebo, puis tout ça, il commence à être de plus en plus bas parce que la corrélation entre les particules n'a plus de sens. Non. Ça peut être ultra indicatif d'un touchdown. Oui. Donc, si tu as une tornade qui a touché le sol et qui commence à labourer le champ, tu vas avoir un coefficient excessivement bas et tu vas pouvoir le voir dans l'outil de corrélation comme un point bleu. Puis plus il va être serré, bien, plus le coefficient va être élevé. Va être faible, en fait. Plus la taille des particules va être grosse, plus ça va être violent. Donc, on peut, sans trop se tromper en regardant cette image-là, dire, à cet endroit-là, il revole des chèvres. C'est ça. OK? Il y a des planches à clous qui se promènent. J'ai manqué un bout quand j'étais prendre une marche. Je ne prendrais pas de chance de me construire un bunker. Tu fais bien. Oui. Prochaine vidéo. On voit ici un orage en réflectivité. Donc, je ne sais pas si tu vois en bas ici, Patrice, là, on a l'effet de crochet. Oui, c'est développé. Ouais. On l'a ici, puis on l'a en bas. On l'a à deux endroits qu'on a. Puis si tu regardes en réflectivité, regarde, on a le couplet rouge-vert. Oui. Le couple rouge-vert. C'est pour ça qu'il faut regarder des images en simultané pour les voir. Là. Dans un idéal, dans le logiciel RadarScope, entre autres, tu peux mettre deux images côte à côte pour être capable justement d'avoir une vue en temps réel du OK, j'ai un phénomène de crochet, j'ai un couple vert-rouge, donc j'ai probablement à la base de cet élément-là, ici, là, j'ai probablement une tornade qui est en cours. Le trou noir proche de Boston, ça, c'est... C'est le radar Narcomed. Ah, c'est pas Brad Marchand, là. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pour ça que l'onde a de l'air de s'en aller tout dans le même sens. Ouais. Alors, on voit ici, comme je disais, l'effet de crochet, l'écho en crochet. On voit que le in-draft, l'entrée est là. La tornade va probablement se positionner ici. OK. On a encore là un bulge. Donc là, on n'a peut-être pas de tornade, mais on a un potentiel que si on avait à faire un choix de où est-ce que ça va peut-être arriver, c'est là. Oui, c'est ça. Il faut porter une attention particulière. Rouge-vert. Oui. On regarde l'intensité du rouge au centre et du vert blanc, au centre, Patrice. Oui. Ça, on dit que c'est un couple tissé serré. Oui. Et quand le couple est tissé serré, les chicanes sont intenses. C'est sûr, ça.
OK? Fait que, des petits trucs pour s'en rappeler. Regarde le coefficient de corrélation. On a un début de point dans le centre qui est un peu plus foncé. Ouais. Ça ne dit pas nécessairement, mais il y a un début de quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Et je suis arrivé à la fin de ma présentation sans que je m'en rende compte. Non, ça a sorti. Je suis Oui, rendu tu as à- juste perdu ta connexion. Faudrait que tu Ah, ok, repartages. j'ai perdu ma connexion. Ouais, Attends ouais. une minute. Share. Fenêtre. Play. Voilà. On devrait le voir. Oui, Yes. c'est bon. Alors, je disais donc qu'on a un début de corrélation. Pourquoi ça Oh. passe pas à la... Ouh, ça passe pas. On va. Mais moi, c'est pas de mon côté. C'est comme si. Ah non, 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 j'ai atteint la fin, Patrice. Ça atteint la. OK. Ben oui, je suis rendu à la fin. C'était à la fin. En Ah. tout cas, ben écoute, ça a fini plus vite que je pensais. Ben oui. Mais ça me permet de vous présenter l'autre chose que je voulais vous présenter. Patrice, je vais débrancher mon iPad Oui. parce qu'il faut que j'en fasse le partage. Je vais vous montrer. Ouais, l'outil. Narcomed, il dit si je gagne 68 millions en fin de semaine, il dit on ira voir ça en vrai, les tornades. Yes. Ouais. Alors, mon iPad est connecté. Puis moi, je vais vous parler des ouragans tantôt, fait que ça va être pas mal cool. Voilà. Alors, voici à quoi ressemble Radar Pro. Donc, c'est un logiciel dans lequel on voit CASBV Blainville, donc Ouais, la canadienne. Il faut que tu le partages, là. Ouais, tu le vois pas? Ah Non. non, ben non. Ben non, ben non. C'est sûr, hein? Ça va mieux quand je partage ce que je vois. Partager. Oui, Voilà. c'est bon. Yes. Alors, voici le logiciel. Donc, je peux l'animer. On voit actuellement le déplacement nuageux. On voit que ici, il se produit quelque chose. On a des orages en bourdon, là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont violents, mais il y a des éclairs, ça accompagne les éclairs. Et je vous disais tantôt qu'on avait des alertes de tornades aux États-Unis. Ben, on a eu des tornades un peu plus tôt. Là, c'est peut-être plus le cas, mais tantôt, on avait. Fait que là, Patrice, si je te demandais à quel endroit serions-nous susceptibles de développer une tornade dans cette image-là? Là, il faut trouver les courbes. Puis... On va l'animer pour commencer. Ouais, ouais. OK. On va se mettre en deux. On va splitter. Hey, c'est cool comme Pas application, comme ça. ça. C'est vraiment cool. Alors, si tu regardes, là, Ouais, l'endroit en plein ici, milieu, là, c'est ça. Hein? et si je me positionne pour aller chercher le radar météo, j'ai pas encore quelque chose qui est rotatif. J'ai quand même un couple vert rouge à cet endroit-là qui n'est pas encore rotatif, mais tantôt, ça l'était, là. Donc là, je peux pas... Tantôt, on avait une tornade. Là, on n'en a pas, là. OK. Mais on a un élément qui nous avertit qu'il y a quelque chose de potentiel à cet endroit-là. Et je peux aller chercher mon coefficient de corrélation. Donc, le coefficient de corrélation. Et on voit, Patrice, les parties jaunes, là. Ben, la corrélation est plus faible. Ben oui. Donc, on peut dire que là, ici, là, il y a de la grêle. Ouais, ouais, effectivement. Donc, c'est probablement un peu plus violent à cet endroit-là. Puis ici. Donc, ça vous donne une petite idée. Fait que l'application l'outil. s'appelle comment, Patricia? Ça s'appelle Radar Pro. Radar Scope, excuse. OK. Puis, d'aller chercher ces données-là, ça, c'est gratuit ou ça vient avec un forfait? Ça vient avec un forfait de 12-13 $ par mois, là. OK. Puis, l'application, elle est gratuite ou elle vient avec le forfait? Non, il faut que... Ben, l'application est gratuite, mais tu n'as pas toutes les couches. Puis tu n'as pas toutes... Moi, j'ai la version payante, là. OK, c'est ça. Puis là, il te rajoute des couches, plus de détails. Ouais, il puis te les rajoute des données. couches, puis de la résolution, puis tout ça. Fait que si je retourne au niveau du Québec, CASB, puis que je réaffiche ma couche, puis que je fais... Puis je peux même faire des extraits vidéo. Mettons que je voudrais montrer à quelqu'un quelque chose. Je peux l'enregistrer, puis il va enregistrer la séquence pour voir. Et je vais aller où ce qu'on était tantôt en réflectivité, où ce qu'il y avait ici. On va aller voir.
Est-ce que j'ai des nuages? Là, je ne sais pas pourquoi je ne les vois pas. OK, bon, voilà. Donc là, je les vois, je peux les animer. Et Patrice, tu te rappelles tantôt, je disais que l'angle à laquelle Patricia, es-tu là? Es-tu plus fiable que Météo Média? Non. Tu sais, je disais tantôt que le radar avait des Ouais. angles dans l'atmosphère. Ben, tu peux, Patrice, quand tu vas chercher les réflectivités, tu peux lui dire l'angle en hauteur à laquelle tu veux regarder dans ton nuage. Ah, Tilt 1, oui. tilt 2, tilt 3. Donc, si j'augmente le tilt, je vais avoir une définition. Tu vois la hauteur à laquelle j'étais à 1,2 degré d'élévation. OK. Tilt 4, j'étais à 1,6 degré d'élévation. Donc, tu vois que tu peux arriver même à faire un portrait 3D Oui, oui, en oui. changeant le tilt de ton élévation. Puis ça, c'est disponible pour chacun des produits. Donc, je peux aller en vélocité tilt 3, puis je vais avoir une autre image. Donc là, regarde bien, tu vois là, mon rouge-vert est très, très évident en hauteur. Oui, oui. Mais regarde, si je fais un tilt 1 presque proche du sol, il est un peu moins évident. Mhm. Donc, on peut se dire que c'est probablement le nuage qui est en rotation, mais on n'est pas rendu à une tornade encore. On n'est C'est pas ça. là. On n'est pas au niveau du sol. Et évidemment, ça vous présente tous les alertes, les veilles, ces choses-là. Comme là, on a des veilles de tornade. Ça nous dit où est-ce qu'ils sont. Donc là, ici, on a des échos là, qui sont susceptibles ici, là, de produire éventuellement une tornade. Puis on a un début de couple rouge-vert. Ici. Ouais. Donc ça, c'est à surveiller. Il y a quelque chose là. Là, tu sais, si je voudrais aller plus loin, je pourrais aller coefficient de corrélation. Puis tu sais, j'ai un début de non-corrélation, là. Oui, oui. Tu sais, si j'avais... moi, c'est là je rentre, là. Oui. Là, il faut que tu surveilles l'évolution. Puis à quelle fréquence c'est rafraîchi, ces données-là? Aux 6 minutes pour les radars canadiens. OK. Ah, parce qu'ils ils alimentent cette application-là. Là, donc, Oui, on est connecté directement sur la BD, là. hey, c'est vraiment Sur la base cool. de données. C'est vraiment Oui, cool. c'est très, très, très hot comme application. Puis Ben ceux oui. qui ne veulent pas payer du tout, Patrice, Oui. mettons, là, ben, il existe un site web qui est la base de données directement canadienne OK. qui permet d'avoir les couches soi-même. Donc là, je suis plugué sur le radar de Blainville, de Buffalo, mais je peux aller chercher le radar de Blainville. Donc, je peux aller chercher radar météo, composite 1 km, taux de précipitation en pluie. Je peux rajouter la couche. Je peux dire système de prévision régionale d'ondes de tempête. Je peux aller chercher prévision des vagues, qualité de l'air, prévision des océans. Je peux rajouter un paquet de couches, Oh, oui. faire des animations, puis afficher ou ne pas afficher une couche. Donc, je peux décider de ne pas l'afficher, de l'afficher, changer les couleurs. Et je peux faire une carte personnalisée et la partager, Patrice. C'est vraiment Hein? cool. OK. C'est vraiment Fait que ça, cool. là, Ouais, je ouais. vais le partager dans le chat. Je vais copier. Je vais partager ma carte. Ça va vous donner une idée. Ouais, mais là, Donc, puis je vais copier. l'afficher. Là. Ouais, ouais. Et je vais aller dans copier. Copier. Et là, je vais aller ici. CTRL-V. Je ne sais pas si ça va le partager dans le chat. Ouais, ouais. Je pense que l'outil ne va pas s'ouvrir correctement. Il va s'ouvrir. Oui, il s'ouvre correctement. Mes couches n'ont pas suivi. Mais vous avez accès aux satellites géostationnaires dans l'espace. Vous avez accès à plein de choses, Patrice. Là. Aïe, aïe, c'est vraiment cool. OK? Des heures et des heures de plaisir. Et tu es plugué direct sur la base de données d'Environnement Canada. Ça, il y a à peu près personne qui sait que ça existe. Là, il y a une adresse sont... github.io. Hein? Je veux dire, c'est un domaine github.io. Oui, c'est un GitHub. Parce que toutes les données gouvernementales d'Environnement Canada de radar sont sur un GitHub. OK, c'est bon. Il C'est très partage ça. C'est vraiment cool. Fait que c'est ça, Patrice, que je voulais vous présenter ce soir. En espérant que vous soyez un peu plus équipés Oui, pour comprendre les systèmes météo, les radars, être capable d'un peu plus lire et surtout savoir quand il est temps de rentrer ou d'aller se cacher parce que c'est grave. Ouais. Suivez Patricia sur Facebook. Quand il y a des alertes, vous êtes au courant. Elle vous donne les détails.
Moi, de mon côté, je suis un gros fan du National Hurricane Center quand il y a des gros événements. C'est vraiment hot comme site. Il y a un site web qu'on peut consulter. C'est réutilisé par CNN, par toutes les grandes chaînes d'information à travers le monde. Et ça nous impacte parce que quand il y a des ouragans, quand il y a des tempêtes tropicales qui partent dans les mers des Caraïbes, dans le golfe du Mexique, ça remonte des fois jusqu'au Québec, jusque dans les maritimes. Donc, c'est important de suivre ça quand on est en vacances, quand on veut planifier les choses à l'avance, on peut déjà avoir une idée de si on sera impacté ou non. Donc, pour aller un peu plus loin, avant d'aller un petit peu plus loin, on va regarder, j'ai un paquet de petits clips vidéo, c'est vraiment cool. On va commencer par ce qui se fait en France en termes de traitement de données pour être capable de faire de la prévision météo. Donc, on va démarrer avec ça. Ce n'est pas des clips qui sont très longs. Puis après ça, on va aller plus à fond dans le National Hurricane Center. We're guiding the big picture when there's a hurricane event that affects the United States. We issue a tropical weather outlook 4 times a day that talks about systems that could become tropical cyclones at any time during the next 5 days. And then when we have active storms, we're putting out a forecast and advisory package every 6 hours that includes a 5-day track and intensity forecast, forecasting the size of the storm. And then we're also coordinating with our international partners and within the National Weather Service to issue the necessary watches and warnings, and also coordinating with partners like the Navy and the U.S. military and other interests. Our products are really designed to help emergency managers and the general public and the media convey the message about the storm's impacts on the large scale. We also have a big preparedness and outreach mission where we educate emergency managers, other meteorologists about the hazards that are associated with tropical storms and hurricanes and help them understand our products, forecast uncertainty so that they can make the best decisions they can during an event. So, for example, calling for evacuations based on storm surge or knowing how to position resources and understanding their risk. Well, the products and services that come out of TAFB, the Tropical Analysis and Forecast branch specifically, are detailed marine weather forecasts for the next 5 days, including wind speed information, wind direction, significant wave height, wave direction, wave period, as well as any significant types of weather such as showers, thunderstorms, dense smoke, any other kinds of obstruction to visibility, and associated hazards such as gale warnings or tropical storm and hurricane warnings for the open waters. It can be stressful, but it can also be very exciting to be involved in big events and know that you're making a positive difference not only for the office here, but for the agency and the country as a whole. So it's very fulfilling work, and it's something that I really do enjoy. En passant, le NOAA, ils ont des ressources de formation sur leur site pour apprendre la météorologie. Oui. Ils ont un paquet d'outils, des exemples de tempêtes, un paquet d'archives. Ils vous expliquent un peu ce qu'on a vu ce soir. Là, je me suis servi grandement de ce qui faisait partie de leur site. C'est vraiment une mine d'informations. The job of a hurricane hunter is not for the faint of heart. This brave crew must fly straight into one of the most destructive forces in nature. Hurricanes are born over the open ocean, and while satellites can track their movement, meteorologists and researchers need to sample the storms directly to get the most accurate information about them. NOAA's Hurricane Hunter fleet includes 2 P-3 turboprop aircraft, as well as a Gulfstream 4 jet. The P-3s fly through the storm, encountering devastating winds that can be over 150 miles per hour. Well, the best way I could describe it is it's sort of like riding a roller coaster through a car wash, because you can't see anything out the windows in the eye wall. It's just like a car wash. It actually, even in the middle of the day, gets dark inside the airplane. It's raining so hard.
the jet can fly higher than the turboprops, gathering data from higher in the atmosphere. Both planes have high-tech equipment on board to get the job done, like radar and fixed probes that measure particles in the air. Scientists also deploy dropsondes, which parachute down through the hurricane to the ocean surface, sending back data on pressure, temperature, humidity, and wind. These measurements can help us understand the structure of a storm and the winds that are steering it. The data is used in computer models that help forecasters predict how intense the hurricane will be and where and when it will strike land. We will fly twice a day. This airplane will just go day, night for 6 days in a row. And the missions last anywhere between 8 and 9 hours. Hurricane hunters take a literal look ouais. into the eye of a monster formed by nature. Their courage helps further science and save lives. Leur job, c'est des riders d'ouragan. Ouais, c'est vraiment cool comme. Mais ça doit brasser en tabarouette. J'ose même pas y penser. Ouais. On a un autre petit clip. Brand new NOAA facility for the NOAA Aircraft Operations Center. Yes, sir. Welcome, Brooks. I'm glad to have you here. We'll get inside. Yeah, so this was built for us in 2017, and we actually just expanded next door a new facility for our light aircraft. So all of our aircraft are based here. So we've got our 3 Hurricane Hunters, so the 2 P3s and the Gulfstream 4 jet. And then we have our light aircraft that do the bulk of our missions here, which not as many people know about, but we've got 4 Twin Otters and 2 King Airs. So we did the expansion because in a couple of years we're looking to get a new G550, and we just wanted to keep our heavy aircraft with enough space in this new the hangar that was built for us in 2017, and with the one that we just upgraded or finished upgrading in 2021, we'll have all our light aircraft supported out of there. So you got everybody in one house, essentially. Yeah, Non, j'ai pas vu ça, it's been great Marc-Omed. being here. The Lakeland Airport has been wonderful, accommodating for us. This is a big upgrade because before you were at MacDill Air Force Base in South Tampa, and it was at historic Hangar 5, historic, going back to Strategic Air Command, a lot of history, but everything for you guys was spread out in different locations. So here it's all in one spot, right? Oui, Yep, tu peux le and we mettre sur just la walked commande. past our sheet metal shop. They do all of the fairings for all the instruments and other things we have. And what we do is, so we've got the sheet metal shop there. We've got our project test sections here. Before, that was spread over a couple of different buildings. So now the engineers can come up and talk to each other, and then they can walk right out onto the hangar floor right here and be able to get right to the aircraft. Let's go. Yeah, we'll head out to the hangar here, and this is the large aircraft hangar. So as you see, it's large. When it was built, huge. It was made so that we would be able to have all 9 of our aircraft here. So Yeah. to fit 9 airplanes in this space really illustrates how Aye, aye. big this is. Yeah, it's a great space for us. Gulfstream 550 is going to be a huge upgrade. It is. So instead of 41 to 45,000 feet, we're going to be able to go to 51,000 feet. And so that's a whole nother layer of the upper atmosphere that hasn't really been as studied as much. Okay, Brooks, come with me and we'll see here NOAA 4-2 or Kermit is out here on the ramp. We're doing some engine work, so it'll get loud here in a little bit. Let's talk about the nicknames real quick. So the call sign for this is NOAA 42, but you call it Kermit. How did it get that nickname? Well, it started with NOAA 43, Miss Piggy, because there was a maintainer who was here, and it was not really kept up to his standards. So he was trying to rebrand and get it back in the late 80s, early 90s. So he's painted the throttle levers pink. It was already got the name the Pig. He was saying, okay, who's a really neat pig? Miss Piggy. So as the Muppets, we named that one. And then we talked with Jim Henson Corporation. They were kind enough to draw some decals on the side, sort of like your World War II nose art. Oh, yes. So we have Miss Piggy as aeronautical but nice, and then Kermit, who is Stormhopper. So you're preparing right now, getting some engine calibrations happening and just making sure it's like a big tune-up to get ready for the season. That's right. So, we're taking care of our aircraft here to get ready for the season. We've got some other science missions that will fly before we start hurricane season on June 1st, and then we'll be here ready to go.
For me, this is a bit of a reunion because NOAA 42 is the one I got to fly on going into Hurricane Sandy back in 2012, and I haven't seen it in the flesh since. Oh, I'm really excited to get a awesome. little bit closer and check it out. All right, well, let's do that. I had the chance to fly with the NOAA Hurricane Hunters on this actual airplane. This is a P-3 Orion back in 2012 into Hurricane Sandy. And much like a World War II ace listing the kills onto the side of the plane, they've listed the hurricanes they've flown into, and I found mine right here. There it is, Hurricane Sandy in 2012. Let me tell you, it was a bumpy ride. The best way to describe it is to pretend you're on a school bus, in the back of the school bus, you know, the bumpy part, on a dirt road, going 100 miles an hour for 10 hours straight. That was Hurricane Sandy. Quite a storm, quite an experience, and a reminder that not only are they doing incredible research and incredible investigation into these storms, but it takes a lot of guts and a lot of dedication to get it done right. Donc, ça doit être quelque chose. Donc, c'était mon segment sur le NHC. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Là, c'est vraiment cool. Moi, je consulte souvent ce site-là. J'aime beaucoup. Il donne une mine d'informations, puis ça nous permet de planifier nos trajets et nos plans dans le futur, parce qu'on les voit arriver de loin, là, évidemment. Ça arrive souvent du Golfe du Mexique ou des Caraïbes ou en mer plus chaude. Donc, c'était notre segment ce soir sur les technologies météorologiques. J'espère que vous avez apprécié.